Merci, cher Marc. Alors, ma première captatio benevolentiae a consisté à permettre à chacun de boire du café, de manger des viennoiseries, voilà, et de sacrifier aux besoins de la nature. Je passe maintenant à la deuxième partie de cette captatio benevolentiae qui consiste à dire, mais du fond du cœur, qu'après deux communications aussi savantes, aussi précises, aussi nouvelles, je n'ai à offrir que des généralités et des banalités sur une époque obscure. Bref, quelques mots bien indignes du maître et de l'ami auxquels ils sont dédiés et auxquels je peux dire que, au moins dans le domaine de la vie professionnelle, je dois tout. Donc, moi, je reste dans mon pauvre Moyen-Âge, époque qui paraît se prêter particulièrement mal au thème de ce beau colloque, car cette société féodale et chevaleresque exalte comme son idéal un type qui est un type militaire, le chevalier dont les valeurs et la vaillance s'imposent sur le monde médiéval. Mais le Moyen-Âge n'est pas seulement une société chevaleresque, c'est une grande époque de création littéraire, une époque qui a modelé les formes et les conceptions littéraires dont nous vivons encore, et il a inventé deux types littéraires, l'amoureux et le chevalier. Le chevalier, c'est pas seulement le chevalier de la société médiévale, c'est un type littéraire. L'amoureux et le chevalier, il les a inventés et il prétend généralement les confondre. Le bon amoureux est chevalier, être amoureux le rend bon chevalier, etc. Et ça circule de cette façon. Il est vrai qu'il ne les confond pas toujours. Le chevalier a un concurrent en amour qui est le clerc. Et on se pose volontiers la question de savoir si une femme doit préférer pour amant un clerc ou un chevalier. La réponse variant selon l'auteur du poème ou de l'œuvre littéraire. Les poèmes latins préfèrent le clerc, notamment Phyllis et Flora, le jugement d'amour, le concile des nonnes de Remiremont, etc. Ou plus insidieusement, le De Arte Honestiamandi d'André Le Chapelain donne la préférence au clerc. Voilà. Inversement, la littérature en langue vulgaire a l'usage des laïcs est généralement d'un avis opposé. N'aimez-mi c'est le clergionnet, mais c'est le gentil compagnonnet, chante une chanson du XVe siècle, et une autre, plus éclectique, confie toujours ces chansons à demi populaires du XVe siècle. À Paris, sur Petit Pont, fis-je faire une maison, mais il n'entrera naisson, personne, s'il n'est clerc ou gentillon. On n'ose pas deviner de quelle maison il s'agit. Donc, la littérature, d'une façon générale, la littérature vernaculaire, épique, romanesque et même la poésie lyrique, exalte le chevalier. L'expression qui s'impose très vite est chanter ou conter d'armes et d'amour. Voilà. Jean Renard, dans les premières années du XIIIe siècle, se vante, au début de son roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, non seulement d'être le premier à composer un roman farci de chansons lyriques, de pièces lyriques qui sont insérées, mais aussi de conter d'armes et d'amour ensemble. En réalité, il comptera surtout d'amour, n'est-ce pas, ce qui va dans le sens que je vais développer. Et le renouvellement poétique des deux derniers siècles du Moyen-Âge se traduit entre autres par une réflexion nouvelle sur armes et amour. Il est plus grief
il y a plus de tourment en amour qu'en armes. C'est le refrain d'une ballade d'Eustache Deschamps, et Eustache Deschamps dilue volontiers ce couple en y joignant d'autres termes, joie, déduit, comme dans sa ballade d'hommage et de déploration sur la mort de Guillaume de Machaut, ou, comme l'observe Jacqueline Cerchiglini-Toulet, argent, d'une façon désenchantée et qui sape les valeurs, le couple de valeurs, armes et amour. Bon. Donc, mais avec tout ça, on s'imaginerait aisément que ce couple armes et amour s'applique à une littérature guerrière, ou une littérature qui oscille entre la guerre et le repos du guerrier. Ce n'est pas que cet aspect n'existe pas, mais au fond, marginalement, et plutôt comme une survivance. Et une des inventions les plus originales des lettres médiévales, c'est au contraire l'invention d'une littérature chevaleresque qui exclut la guerre. Alors, bon, il faut tout de même faire la part des choses et montrer, rappeler que la guerre est présente, montrer où elle est. La guerre est au cœur des chansons de geste. Elle est, bien sûr, elle est, même dans le domaine de la chanson d'amour, elle est à l'horizon des chansons de toile, ces chansons de facture archaïque, semblables à de petites chansons de gestes lyriques, et qui mettent en scène des héroïnes désolées qui attendent indéfiniment des séducteurs nonchalants, négligents. L'amour, dans une telle littérature, est subordonné en principe à la vaillance, à l'exploit, au sacrifice. Lorsque Guillaume se présente sous les murs d'Orange, après la grande bataille de l'Archant ou d'Aliscan, selon les versions, où il a été vaincu, eh bien, sa femme, l'inflexible Guibourg, ne veut pas, la Sarrasine convertie, ne veut pas lui ouvrir les portes, hein, car vous n'êtes pas Guillaume, mon époux, car jamais Guillaume ne serait revenu vaincu en loques et suppliant qu'on lui ouvre pour se mettre à l'abri. Non. Donc on cite la brièveté de la laisse consacrée à la mort de la Bellaude dans la chanson de Roland. Pas seulement la brièveté. Roland, au moment de mourir, pense à son épée, est-ce que je la casse, est-ce que je la cache, etc., à tourner son visage vers l'Espagne pour ne pas qu'on croie qu'il est mort en fuyant, à son empereur, aux hommes de son lignage, à la France, etc., et il meurt sans une pensée pour sa fiancée. On ne sait même pas qu'il en a une, mais quand Charlemagne revient d'Espagne, elle meurt de douleur en apprenant sa mort. On cite le manque de tact de Charlemagne, qui pense aux des mortes, mais il croit qu'elle est seulement évanouie, parce que c'est ce que font généralement les femmes dans ce genre de circonstances, et manque de tact de Charlemagne, qui, annonçant brutalement la mort de Roland à Aude, lui dit « Mais je vous ferai le meilleur échange, je vous donnerai mon fils, Louis, c'est mon fils, c'est lui qui tiendra les marches. » On cite la résignation et la douleur passive, justement, des héroïnes de chansons de toile. Mais Guibourg a bien des raisons d'être méfiante, mais dans les versions de la chanson de Roland autres que celle du vieux manuscrit d'Oxford, la chanson de geste se fait romanesque et la mort de la Bellaude occupe non plus une dizaine de vers, mais des centaines de vers. Mais les chansons de toile épousent le point de vue de leur belle héroïne, belle parce que toutes ces chansons commencent par belle, belle et Rambourg, belle et Riolan, belle Doët, etc. Bon. Et les armes ne sont qu'une circonstance de leurs amours douloureuses ou mélancoliques. Et en revanche, la guerre, dès qu'on passe à d'autres formes littéraires, est à peu près exclue des chansons ou même de l'univers des troubadours. On cite l'exception que constituent certaines chansons de Bertrand de Born et leurs commentaires en prose, leurs rasos, mais cette exception est si provocante qu'elle est comme une preuve à contrario.
parce que Bertrand de Bordes a composé une chanson où il dit j'aime le printemps, alors on attend parce que c'est la saison de l'amour, il dit c'est parce que c'est la saison de la guerre et qu'on va aller se battre, et j'aime le seigneur qui monte le premier à l'échelle, c'est à l'assaut d'une ville, et rien ne me plaît plus, manger, boire ou dormir, que d'entendre crier à l'aide dans les fossés, d'entendre hennir dans la forêt les chevaux démontés, et de voir dans les fossés les cadavres avec encore dans le corps les tronçons de lance et leur oriflamme. Mais cette chanson se voulait provocante, et c'est à partir de cette provocation que tout ce roman guerrier de Bertrand de Bordes, que racontent les commentaires en prose, a été écrit. Mais dans le monde, sinon le monde des troubadours est un monde purement pacifique. Et dans les romans arthuriens eux-mêmes, ces romans qui très vite forment le noyau ensemble de cette littérature. Eh bien, dans ces romans d'aventure et d'amour, comme on dit, ces romans fondés sur la compétition entre les chevaliers, ces romans dont le récit repose tout entier sur l'errance d'un jeune chevalier qui doit faire ses preuves au combat, rencontrer son destin, se faire sa place dans le monde au combat, ces romans qui devraient être, qui paraissent être des romans guerriers, la guerre apparaît comme une sorte d'accident. Et un accident qui empêche les valeurs chevaleresques de s'épanouir dans de bonnes conditions. Le monde arthurien crée un ordre du monde fondé sur la vaillance, mais qui exclut la guerre. Et les bonnes conditions pour que le jeune chevalier puisse réaliser son destin, les bonnes conditions sont celles qui permettent de mener la vie de chevalier errant, de chercher l'aventure, de se mesurer au détour du chemin contre l'adversaire qui arrête le chevalier ou qui le défie. Et cela ne peut se faire, cette sorte de sport ne peut se pratiquer que dans un pays en paix. Et en voici des exemples. Dans les romans de Chrétien III, donc le premier, l'inventeur du type du chevalier errant, type impossible, comme l'avait montré Paul Le Rider, la première, impossible dans la vraie vie. Les romans de Chrétien III sont des romans sans guerre. Le seul roman où il y a des guerres, c'est Cligès, le deuxième, et ce sont des guerres qui se situent hors du monde arthurien, entre la Saxe, le duc de Saxe, et l'empereur de Constantinople. Mais le jeune héros qui doit être reconnu par la cour d'Arthur doit, pour cela, échapper à la guerre. Et si l'on considère que, d'une certaine façon, cette collection de romans en vers trouve sa synthèse et son sens dans les grands cycles en prose du XIIIe siècle, et en particulier dans le grand cycle du Lancelot Graal, eh bien, on voit que le déroulement et l'équilibre du Lancelot Graal suppose que les guerres soient au début et à la fin, mais pas au milieu. Le roman s'ouvre sur la guerre de Clodas de la Déserte, ce sorte de roi du Berry, contre le père de Lancelot, le roi Ban-Benoïc, aux marches de la Gaule et de la Petite-Bretagne. Ce sont les premiers mots de cet immense roman. Longtemps je suis couché de bonne heure. Et cette guerre éclate parce que le roi Arthur néglige ce vassal lointain qu'est le roi Ban-Benoïc et permet à la guerre de s'installer. Puis Lancelot arrivant, le fils du roi Ban, arrivant à la cour d'Arthur, eh bien, il vit dans ce monde de l'exploit pacifique, de l'exploit à la fois militaire et pacifique, qui est celui de la cour arthurienne, de l'amour qui peut s'y épanouir, et tout à la fin
de l'immense cycle, à ce moment-là, les choses se dégradent. Le roi, l'empereur de Rome, attaque le roi Arthur, guerre en Gaule. Il y a là les amours de Lancelot et de Guenièvre entraînent une sorte de guerre civile à l'intérieur du monde arthurien, et c'est cette sorte de crépuscule, non pas des dieux mais du monde arthurien, l'écroulement de ce monde et la mort du roi Arthur. Et au milieu du cycle, il y a bien une guerre, la guerre de Galéo, le roi des îles lointaines, le fils de la belle géante, contre le roi Arthur. Mais cette guerre que Galéo est sur le point de remporter avorte parce que Galéo se prend d'une telle admiration et d'une telle amitié, une sorte d'amitié amoureuse pour Lancelot, qu'il accepte de se faire le vassal du roi Arthur et que la paix est rétablie grâce à ces valeurs de l'amitié chevaleresque et de l'amour et de l'espèce, enfin je n'ose dire de partie carrée, mais enfin un peu ça, Guenièvre, Lancelot, Guenièvre, Galéo, la dame de Maléo, la suivante de Guenièvre. Mais l'épanouissement des vertus amoureuses, la magie des aventures jusqu'à la révélation des mystères du Graal, l'exercice de la vaillance chevaleresque elle-même sont réservés à la Pax Arthuriana. Et on remarque que l'aboutissement, avant la catastrophe finale, le sommet des aventures arthuriennes, c'est la quête du Graal. Mais la quête du Graal est une quête à la fois chevaleresque et sans guerre, et telle que dans cette partie du roman écrite par un auteur particulier, d'une coloration religieuse très particulière, qu'est la quête du Graal, eh bien, cette quête devient sanglante par le péché des quêteurs. C'est-à-dire que pour réussir la quête, il faut bien que les chevaliers s'affrontent, mais dans une sorte d'exercice de la vaillance, et la punition de ceux qui sont moralement et spirituellement indignes de réussir, c'est dans ces affrontements de se battre sans le reconnaître contre un ami très proche, un frère, un cousin, et que l'un tue l'autre et s'aperçoivent trop tard de cette victoire qui est un crime. Et enfin, dans ces romans, les tournois sont présentés quelquefois sous la forme d'affrontements entre deux parties, ceux du dedans, ceux du dehors, comme se déroulaient les véritables tournois, mais même lorsqu'ils sont décrits de cette façon, on s'intéresse à une succession de joutes, et très vite, les tournois sont décrits comme des joutes, une succession codifiée d'affrontements individuels. De sorte que ces tournois qui, dans la réalité, étaient une reproduction extrêmement violente, souvent sanglante, souvent mortelle, de la véritable guerre, se trouvent dans les romans codifiés plus tôt et civilisés, en somme, plus tôt qu'ils le seront dans la réalité. Et ils le deviennent dans la réalité sous l'influence de la littérature. On organise des tournois sur le modèle des tournois romanesques. Les chevaliers prennent le nom de héros de la table ronde et c'est de cette façon qu'on se bat. À la fin du Moyen-Âge, eh bien, on compose, Philippe Pastoureau connaît bien cela, un armorial de la table ronde pour que, lors des tournois, les chevaliers qui s'identifient à Tristan, à Galéo, à Lancelot, soient identifiables. Et cette situation, n'est-ce pas, je ne la décris pas arbitrairement. On a bien une sorte de signe qu'elle existait, qu'elle était non pas directement perçue, mais qu'on a fini par en prendre conscience. On en a un signe chez Froissart. Jean Froissart,
chroniqueur de la première moitié de la guerre de Cent Ans, poète, romancier. Dans le prologue de ses chroniques, Froissart dit qu'il se réjouit de voir revenus les exploits du temps du roi Arthur. Il dit « les guerres de France et d'Angleterre », comme il dit, on n'a pas conscience que c'est une guerre continue, ce qu'elle n'était pas d'ailleurs, et il ne pouvait pas savoir que ça allait durer 100 ans. Et il dit « les guerres de France et d'Angleterre permettent à la chevalerie enfin de faire véritablement ses preuves sur un terrain digne d'elle, et tout ce qu'on nous dit du temps du roi Arthur, eh bien, nous le voyons aujourd'hui sous nos yeux. C'est-à-dire que lui me dément d'une certaine façon. Il voit dans la vraie guerre l'occasion de cette réalisation chevaleresque et littéraire. Mais ce sont effectivement de vraies guerres, non des aventures jalonnées des joutes d'un destin personnel. Et on voit à travers l'œuvre de Froissart, à mesure que sa chronique se développe, à mesure qu'il réécrit ce prologue et son premier livre, comme il n'a cessé de le faire toute sa vie, on voit le désenchantement se glisser dans son esprit et dans son œuvre, à mesure qu'il constate que le fair-play des règles chevaleresques est désormais bafoué, et que ce à quoi il assiste, c'est au triomphe de la violence et de la ruse, de la mauvaise foi, de la traîtrise, et que ces valeurs chevaleresques qu'il avait cru voir s'épanouir dans ces guerres sont au contraire bafouées, réduites à néant. Il découvre que la guerre, c'est le contraire de la chevalerie. Et il le découvre au moment où, de fait, la guerre, dans la violence des 2 derniers siècles du Moyen-Âge, la guerre envahit à nouveau la littérature. On la trouve à nouveau dans ces romans matinés d'histoire et de chansons de gestes, ces grands récits où les bornes des formes littéraires des siècles précédents s'estompent, qui connaissent un tel succès à la fin du Moyen-Âge. Les règles et les usages de l'affrontement chevaleresque et du duel s'estompent. L'essentiel est de gagner. On se bat n'importe comment et on le voit. C'est vraiment chez Froissart lui-même. Froissart a écrit un immense roman arthurien qui est situé à la cour du roi Arthur, qui s'appelle Méliador, qui est très frappant parce que au moment où il a écrit ce roman, il y avait 100 ans qu'on n'avait plus écrit de roman arthurien en vers. Et le précédent, 100 ans avant, était déjà une sorte de survivance. Bon. Donc, on a dit, Froissart écrit, n'est pas de son temps, c'est pour ça que son roman n'a pas eu de succès, etc. En fait, ce roman n'est qu'à demi un roman ne ressemble pas du tout à un roman de Chrétien de Troyes. D'abord, c'est un roman qui est plutôt une sorte de jeu poétique, mais enfin, ce n'est pas notre sujet. Mais on voit dans ce roman que les affrontements entre chevaliers ne ressemblent pas du tout à ce qu'on trouve dans les romans du XIIe et du XIIIe siècle. Théoriquement, c'est la même chose. C'est une quête. C'est la quête non pas du Graal, mais de la main de la belle Hermondine, fille du roi d'Écosse. On invente cette quête. Elle veut échapper à un prétendant qu'elle ne veut pas épouser parce qu'il est somnambule, ce qui lui fait peur. Et du coup, hop, on crée une quête. Donc, ces chevaliers courent le monde en s'affrontant quand ils se rencontrent, etc. Tout ça pour épouser Hermondine. Rassurez-vous, c'est le meilleur, le plus beau, etc., qui tombera amoureux d'Hermondine et qui l'épousera. Et le second, par la vaillance, tombe amoureux de la seconde en beauté, etc. Enfin, tout se termine bien, il y a un classement là. Mais, lorsque ces chevaliers se battent, eh bien, au lieu de la description canonique depuis Chrétien de Troyes, on se défie, on s'élance l'un contre l'autre à la lance, les lances se cassent, on tire les épées, ça, ce genre de choses. Eh bien, les combats dans Méliador, c'est du catch.
Voilà. On prend l'épée par la pointe et on essaye d'assommer l'adversaire avec le pommeau. On le prend à bras-le-corps et on essaye de le désarçonner. On lui on essaie de lui arracher son casque, lui envoyer les coups de douleur. Enfin, on lui fait des fourchettes. Enfin, c'est épouvantable. Non. Et l'essentiel est de gagner. Et on se bat n'importe comment. L'essentiel est de gagner, c'est donc la guerre. Ce n'est plus l'idéal chevaleresque. Tous les coups sont permis. Voilà. Et désormais, on voit que le chevalier qui part pour la guerre n'est plus un bon amoureux. C'est le contraire de ce qu'il y avait chez Chrétien III et ses successeurs. Exemple, le fameux roman d'ailleurs charmant de Jean de Saintré, d'Antoine de La Salle, alors plus tard, au XVe siècle, où Jean de Saintré, qui est un peu innocent, part pour des tournois, puis pour des guerres, puis pour conquérir la dame des belles cousines. Et à un moment, la dame des belles cousines trouve qu'il en a assez fait et que maintenant, on pourrait en venir au fait qui l'intéresse, elle. Et Jean de Saintré part une fois de trop pour la croisade de Prusse, pour je sais pas quoi, et il perd la dame des belles cousines qui se rabat sur le gras abbé du couvent voisin. Et c'est dans le même temps qu'on exacerbe l'imitation festive et littéraire du monde arthurien avec des tournois à thème arthurien, en reconstituant le siège du château de la Douloureuse Garde, devenue Joyeuse Garde, dans du Lancelot en prose, tel chevalier, un personnage véritable, fait vœu de rester un an en Bourgogne près d'une fontaine de pleurs pour défendre au nom de la dame de pleurs, la fontaine, etc., contre tous ceux qui se présenteront. Ils ne se présentaient pas en masse, mais c'est pas grave. Et René d'Anjou en est un exemple à la fois dans les tournois qu'il organise lui-même et dans son œuvre littéraire, dans le livre du Cœur d'amour épris, qui est à la fois une quête de type allégorique inspirée par le roman de la Rose et une quête de type chevaleresque inspirée par la littérature arthurienne. Mais cet effort vient trop tard. La guerre a gagné. René d'Anjou est fait prisonnier à Bugnéville. Et curieusement, on remarque que depuis plus d'un siècle, cette guerre de 100 ans avait été la guerre de 100 ans, les chevaliers étaient régulièrement battus sur les champs de bataille sans comprendre que s'ils se faisaient battre et massacrer avec une telle régularité, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour la guerre. Ils continuaient à croire que les chevaliers étaient faits pour la guerre, alors que les chevaliers n'étaient pas faits pour la guerre. Et ils le comprenaient. On dit, oui, la chevalerie française battue à Crécy, battue, enfin à Poitiers pour d'autres raisons, battue à Azincourt parce que les Français étaient bêtes, ils ne comprenaient pas la tactique, tandis que les archers anglais, etc. Mais ce n'est pas parce que les Français étaient plus bêtes que les Anglais, c'est parce que le peuple ou l'armée la plus forte considérait qu'elle était suffisamment forte pour pouvoir se battre dans les règles, avec la chevalerie, et que le plus faible essayait de s'en tirer comme il pouvait, mais comme il pouvait, c'était plus efficace. Et c'est tellement vrai que lorsque le sort des armes a tourné, la dernière grande bataille de la guerre de Cent Ans, la bataille qui a mis fin à la guerre de Cent Ans, la bataille de Castillon en 1453, cette bataille a été perdue par les Anglais parce que les Anglais, qui à ce moment-là trouvaient qu'ils étaient les plus forts, ont fait donner les chevaliers. Et ils ont été battus par les Français qui n'avaient pas la possibilité de les utiliser. Donc les Anglais eux-mêmes n'avaient pas compris pourquoi ils avaient gagné dans les premières batailles de la guerre, tellement ils étaient persuadés que la chevalerie, c'était fait pour ça. Et de sorte qu'il y a finalement cette littérature du Moyen-Âge qui a inspiré
on le voit, la vie, la politique, les guerres, le destin du Moyen-Âge tout entier. Cette littérature a évolué comme, je n'ose pas dire en cloche, hein, mais on a l'impression qu'au Moyen-Âge, les arts et les lettres partent de la guerre, où ils trouvent leurs racines, s'en éloignent à mesure qu'ils se raffinent, et y retournent à la fin de la période, et ils y retournent, et c'est à la fois ma conclusion, enfin bon, mon truc, mais, et mon dernier point, ils y retournent au moment où les genres aristocratiques du Moyen-Âge classique, si on peut dire, sont happés par la culture populaire. Vous voyez, la tapisserie de Bayeux était une broderie, enfin bon, il faudrait dire la broderie de Bayeux, mais enfin on dit la tapisserie de Bayeux. La tapisserie de Bayeux était une broderie sur la guerre. Puis viennent les héros, tout de suite après d'ailleurs, les héroïnes des chansons de toile, qui brodent en effet. Mais elles ne font pas des broderies sur la guerre. Elles brodent des étoles pendant que leur ami est à la guerre. Puis, dans ces chansons de toile même, l'ami n'est plus à la guerre, il est au tournoi. Et la jeune fille ne brode plus une étole, elle lit en un livre. Comme la belle Dohette, et c'était plus d'ailleurs en décasyllabe, c'est en octosyllabe, belle Dohette, à ce fenêtre s'assiette, lit en un livre, mais au cœur ne l'en tient, de son ami Dohon l'y ressent vient, qu'en autre terre est allé tornoyer, et or en idole. Et donc, l'ami est au tournoi, il s'y fait tuer tout de même, mais enfin il est au tournoi, et on s'éloigne de la guerre. Mais on va y revenir parce que cette chanson de Belle Dohette enfin, non pas sous cette forme même, mais dans sa thématique et son déroulement, a eu un succès continu dans notre littérature et dans notre folklore, d'une certaine façon. Et l'héritière, ou la chanson qui est l'héritière de la chanson de Belle Dohette, c'est Malbrou s'en va en guerre. Mais avec la dame qui monte à sa tour. Mais Malbrou, lui, s'en va en guerre. Il ne s'en va pas au tournoi. Et entre les deux, il y a, par exemple, justement au moment de la guerre de Cent Ans et des guerres bretonnes qui ont suivi, la fameuse chanson du XVe siècle, Gentil galant de France, qui est aussi sur le même thème. Et voilà. Et il y avait eu, mais au moment où on s'éloignait de la guerre, il y avait eu, mais alors probablement dans un registre ironique, cette chanson de toile où la belle Églantine brode, effectivement, mais elle se pique le doigt parce qu'elle a un malaise. Et pourquoi a-t-elle un malaise? Parce qu'elle est enceinte. Et sa mère lui dit « Déshabillez-vous, belle Églantine, je vais voir ce qui se passe. » Et son ami n'est ni à la guerre ni au tournoi. Il est dans son lit, tranquillement. Et elle vient frapper à la porte ou à la fenêtre. Elle dit « Est-ce que vous m'épousez ?»« Ah ben oui. » Mais, il n'y aurait pas pensé tout seul. Il est très vaillant, on le dit, mais il vit de la façon la plus pacifique, n'est-ce pas? Et comme le petit roi d'Yvetot, il se lève tard et il se couche tôt, de préférence avec la belle Églantine. Donc on est vraiment là dans un monde de la paix, mais la fin du Moyen-Âge, finalement, la fin de cette époque bénie, verra le moment où la mort de la chevalerie consacrera le retour de la guerre. Cependant, il y avait eu un moment où la chevalerie romanesque en avait triomphé et avait imposé une forme de paix. Pardonnez-moi pour cette légèreté, je vous remercie.